Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait tout ce qu'on met en place au club euh, pour le MMA et puis en vrai pour toutes les disciplines. Parce que en échangeant avec pas mal de gens sur internet, je me rends compte qu'en fait les gens ils savent pas du tout et ils disent que des bêtises. Et donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer, déjà d'un, si vous êtes peut-être gérant de club, ça peut vous donner des idées. Je dis pas que la formule que j'ai mis en place elle est parfaite, je dis juste que c'est ce que moi j'ai trouvé de mieux à faire. Deuxième chose, si vous êtes élève et que vous voulez rejoindre notre club ou autre, ou peu importe, pareil, ça peut vous donner des peut-être envie, ou peut-être pas du tout envie. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a mis en place pour gérer un peu euh, bah, le cas, par exemple, comme Daniel Voirin et Benoît Saint-Denis, parce que bien évidemment, chez nous aussi, c'est arrivé. Euh, mais encore une fois, alors je veux pas juger leur cas, c'est leurs histoires à eux. Moi, je suis au courant enfin voilà, j'ai vu le podcast de Daniel Voirin, mais on n'a pas l'autre version. Et puis aussi, c'est leurs histoires, quoi. Voilà. Mais l'idée, c'est de toujours regarder un peu ce qui se passe ailleurs aussi pour essayer de faire en sorte que ça se produise pas chez nous. Bon, ça, c'est déjà des choses qui sont produites. Mais voilà, je veux donner un peu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que nous on fait au club et aussi je vais vous donner des résultats de ce week-end parce que ce week-end il y a eu les championnats de France amateurs de MMA faites par la fédération française de MMA. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et encore cette année, on a eu deux champions de France. Alors un, ça fait sa troisième fois consécutive. C'est l'un des deux frères Préjean. Je sais jamais. C'est Arnaud ou Benoît. Ils sont jumeaux. Même moi, je sais pas. Donc on en a un qui fait pour la troisième fois champion de France. Et on a Émilie. Alors Émilie, c'est quand même incroyable. C'est quelqu'un qui nous a rejoint, qu'on a formé de A à Z, qui a un certain âge déjà. Je veux pas dire que du tout que si tu regardes cette vidéo, Émilie, ne le prends pas mal, mais c'est juste pour en fait inspirer et donner envie à des gens qui ont plus de 20 ans, plus de 25 ans, euh, à, euh, à croire en eux et à se dire voilà, c'est possible. Il faut juste être patient et puis faire les choses dans l'ordre et comme il faut. Et elle a été championne de France. Voilà, c'est quelqu'un qui est chez nous depuis le début et qu'on a formé et qui fait de la lutte à livrer, du MMA, de la boxe taille. Enfin, elle fait un peu de tous les cours. Et puis, elle a une vie de famille à côté. Voilà. Je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais elle a déjà un certain âge. Je crois qu'on n'est pas loin. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que plus que 30 ans. Et travaille à côté et tout. Donc, championne de France amateur de MMA. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et j'en parlais ce matin avec Mathilde. Mathilde aussi qui a fait championne de France l'année dernière et qui va passer pro cette année. Qui me disait, cette année on en a ramené deux. On n'a ramené que deux combattants et ces deux combattants ils ont fait champion de France. Et l'idée c'était de ne pas faire trop de quantité, pas de ramener plein de gens qui n'étaient pas forcément prêts pour aller chercher cette première place ou en tout cas aller le plus loin possible dans la compétition. Mais c'est de ramener moins de personnes que les autres années, mais surtout d'être vraiment aux petits soins avec eux du début à la fin, vraiment comme si c'était leur combat pro en MMA et d'être avec eux. Et du coup, ça a marché, donc ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et comme vous le voyez, voilà, nous, on n'est pas trop. Alors, c'est ce que j'essaie de faire à travers ces vidéos-là, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait aussi. Mais on n'est pas tellement à essayer de se montrer à tout prix, montrer. Ou de dire meilleur club européen ou meilleur je sais pas quoi. Non, en fait, quand j'ai monté Fight, je me suis posé des questions et je me suis dit, bon, comment je veux travailler. Tout comme quand j'ai commencé à donner des cours. Comment je veux travailler. Je suis pas du MMA, mais depuis toujours, nos milieux, ils se côtoient. D'accord. J'ai fait un combat en MMA. Bon, voilà, c'était histoire d'avoir une petite expérience. Je voulais en faire un deuxième, mais heureusement, le Covid est arrivé et j'ai évité ça. Mais voilà, nos mondes ils se côtoient et on a toujours été beaucoup très proches en fait du MMA. Surtout nous en lutte à livrer où notre sport c'est du combat au sol sans kimono. C'est un style agressif où on essaie de rester au-dessus. Si on est en dessous, on essaie de sortir vite d'en dessous. Donc c'est un style qui se rapproche énormément de celui du MMA. Et tous ceux qui sont déjà venus au club pratiquer, donc des combattants de MMA, à chaque fois ils le disent quoi, que ça leur parle beaucoup plus que d'aller faire du jiu-jitsu brésilien en kimono ou le style jiu-jitsu brésilien sans kimono quoi. Donc c'est pour ça. Et puis juste pour dire un truc aussi, les combattants ils le affichent pas tellement sur les réseaux, mais 80% des combattants français étant en région parisienne ou de passage en région parisienne, on va dire jusqu'à des catégories 85 kilos, ils sont tous au moins une fois venus chez nous quoi. Au moins faire du sparring une fois, au moins faire quelques séances. Enfin,
il y a eu quand même on a quand même beaucoup de passages. On a eu aussi beaucoup de passages au club ces dernières années. Donc on a toujours été un club quand même référent pour le MMA. Et à la base, c'était surtout pour venir chercher le sol. Euh, et ça a toujours été comme ça. On a toujours été un club parce qu'il y a des entraînements toute la journée en lutte à livrer et que notre style se rapproche de celui du MMA. Aujourd'hui, on a vraiment notre section en MMA et qui marche bien. Alors, comme je disais sur Instagram, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, la page du club et la mienne. Mais euh, en fait, on met beaucoup de choses en place pour encadrer du mieux qu'on peut les élèves. Les gens ne se rendent pas compte. Il y en a un qui me disait, ouais, alors vous, votre problème au Inner Fight, comme vous n'avez pas plus de résultats depuis que l'US Métro s'est ouvert et tout. Je lui dis, comment ça, plus de résultats? On a des champions de France amateurs. On a Nicolas Leblond qui est à la porte de l'UFC. On a des mecs qui montent. C'est normal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait notre groupe 100% Inner Fight avant le Covid, donc qui était là. Et en fait, pendant le Covid, bah, on était l'une des seules salles à pouvoir rester ouverte avec toutes les autorisations et tout, où on pouvait encadrer les compétiteurs. Et donc en fait, parce qu'on est une salle privée, donc salle privée, c'est pas comme les salles associatives où toutes les salles associatives étaient fermées, vraiment, et elles ne pouvaient pas avoir de cours compétition. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu beaucoup de compétiteurs qui nous ont rejoints en fait pendant cette période-là. On a eu beaucoup de compétiteurs. Donc le Covid est passé, on a recruté Johnny Frachet pendant le Covid, qui était... on s'est toujours côtoyé, Johnny, même à un moment on était tout le temps dans la même catégorie, on s'est affronté plusieurs fois. Il m'a battu 2 fois, je l'ai battu une fois. C'était un peu la guéguerre, on s'aimait pas, etc. Enfin, c'était marrant. Bah voilà, compétition quoi. Et puis en fait, pendant le Covid, bah, on a discuté et il est venu enseigner au club. Et en fait, ça a contrebalancé un peu la façon d'enseigner de Jean Endoy et sa façon à lui. Il a apporté vraiment ce côté lutte aussi qu'il a Johnny, ce côté sol aussi, cette expérience au sol, qui est rare en France. Il n'y a pas beaucoup de coachs de MMA qui ont ça. La plupart des coachs de MMA viennent essentiellement du pied-point. Euh, et puis aussi, la plupart des coachs de MMA n'ont pas son expérience en MMA. Et donc de l'autre côté, on a Jean Endoy, qui a été mon élève en lutte à livrer, donc qui est très compétent, mais peut-être pas autant 100% lutte à livrer comme Johnny, mais qui a toute cette partie pied-point qu'il a. Et en fait, Johnny, il a vraiment cet enseignement, on va dire, sol. C'est de ce que j'en comprends. Johnny a cet enseignement vraiment technique. Donc, tu es là, tu dois faire ça. Tu es ici, tu dois faire comme ça. Et Jean, il a plus cet enseignement sur des principes, à essayer de comprendre des principes. Par exemple, il va vraiment se bagarrer pour que l'élève comprenne qu'il faut contrôler le centre, être agressif, avancer, enfin tous ces petits trucs-là, tous ces principes. Et donc je trouvais que leur enseignement se complétait bien. Sauf que Johnny, bah, il a eu une meilleure opportunité et il est parti à l'US Métro. Il a monté son groupe là-bas. Et du coup, bah, il a récupéré la plupart des élèves compétiteurs qui nous avaient rejoints pendant le Covid. Et donc, il est parti là-bas avec eux. Sauf que nous, bah, on s'est retrouvés avec quasiment le même groupe d'avant Covid. Et on a continué à construire notre groupe avec aussi d'autres membres du NR Fight qu'on a formés. Et donc voilà, donc on a perdu, mais sans perdre vraiment, parce que bah, c'est les gens qui étaient venus chez nous pendant le Covid qui sont partis en fait après. Et donc c'est ce qui se passe beaucoup en MMA en fait. Pareil, c'est juste j'explique comment ça se passe. Il y a quand même beaucoup de mercenaires. D'accord? Il y a quand même beaucoup de mercenaires, des gens, vous le voyez bien, qui passent d'un club à l'autre, comme ça. Souvent, et très souvent, et Daniel Voirin, Cyril Diabaté l'ont très bien dit aussi, c'est que très souvent, c'est une question d'argent. Moi, j'ai beaucoup perdu de personnes qui nous avaient rejoints, et qui au moment où qui nous avaient rejoints, qui allaient nous rejoindre, ou qui nous ont rejoints, mais au bout de 2 mois, ils sont partis. Parce que moi, je leur disais qu'il faut payer. Il faut payer. Parce que je sais déjà que je ne vais pas gratter 10% ou 5% ou 2% sur leur prime. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. J'ai pas envie de faire des contrats ou autre. C'est ma façon de fonctionner. C'est ma façon de faire. Et j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Par contre, tu veux venir t'entraîner. Les choses, elles sont claires dès le début. Tu payes l'entraînement.
Moi, je peux rémunérer les professeurs. Je peux faire en sorte que le professeur il soit rémunéré aussi quand il t'accompagne en compétition, que ses frais soient pris en charge. Bien évidemment, ce que le mec il va payer, ça va pas couvrir ses frais, mais c'est pas grave. C'est une histoire de principe. Tu dois respecter le club où tu t'entraînes, tu dois respecter le coach avec qui tu t'entraînes, et un point, c'est tout. Maintenant, bien évidemment, t'es pas obligé de représenter le club, mais celui qui va représenter le club, bah, il aura une attention différente de celui qui représente pas le club. Celui qui vient juste là pour gratter des entraînements, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu payes, tu fais ton entraînement, pas de problème. Mais bien évidemment, le coach, il va beaucoup plus s'attarder avec des gens comme les prix Jean, qui nous représentent, qui travaillent aussi au club. Parce que ça aussi, c'est l'une des stratégies que j'ai mis en place. C'est que, et d'ailleurs, on ne le voit pas beaucoup dans les clubs, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui se focus sur l'investissement dans les infrastructures. Oh, ah, il faut le club de fou. Ah, il faut machin. Il faut comme l'US Métro, je sais pas combien de mètres carrés et tout. Seulement, on le voit bien, excusez-moi, mais il y en a qui sont partis là-bas, bah, ils n'ont pas forcément des meilleurs résultats parce qu'ils sont partis dans une structure plus grande qu'avant. Par contre, il y a un truc qui ne va pas changer. Et qu'est-ce qui ne va pas changer et qui est déterminant dans la carrière d'un élève, d'un compétiteur? C'est ce qui se passe en dehors du tatami. Et c'est comment il va payer ses factures et comment il va être serein pour pouvoir s'entraîner tous les jours. Il faut qu'il paye ses factures. Et c'est pas avec. Alors là, sur internet, je les vois. Franchement, les gens, ils connaissent rien, quoi. Ah ouais, non, mais les mecs, c'est pas les mêmes montants en grappling et en MMA. Ouais, bien sûr, mais ça dépend jusqu'à quel niveau aussi. Ça dépend, en fait. Je suis désolé. Ah, et tout le monde parle de 10 000 € quand tu rentres à l'UFC. Mais déjà, il y a combien de Français à l'UFC? Combien il y a de Français sur le nombre de personnes qui pratiquent, qui sont à l'UFC? Combien il y a de personnes? Pareil, ah ouais, en MMA, les mecs ils gagnent beaucoup d'argent et tout machin. Mais il y en a combien qui gagnent beaucoup d'argent en MMA? Il faut arrêter de rêver, les mecs. Il faut arrêter de rêver. Combien il y en a qui vivent exclusivement de leur combat? Eh ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup en France. Après, ouais, il y a le Ares, donc qui paye quand même bien ses athlètes, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est essentiellement des gens du MMA Factory, donc donc qui ont les ceintures ou qui combattent régulièrement, j'ai l'impression. Mais en vrai, ça a toujours été comme ça. Hatch, c'est pareil. Hatch, il a fait ses événements, il a donné l'opportunité à beaucoup de gens de se faire connaître, mais bien évidemment, et c'est normal, il va aussi protéger beaucoup ses athlètes et il va essayer de les faire combattre du mieux qu'il peut et il va essayer de leur mettre les bonnes personnes au bon moment. Et Lopez, je pense qu'il fait la même chose. Il met ses athlètes, et ça a toujours été comme ça. Quelqu'un qui organise ses événements, il va et il organise ses événements pourquoi? Pour faire monter ses gars et pour leur donner confiance et après les mettre à l'étranger. Et donc c'est ce que Lopez il fait avec le Ares et c'est ce que Hatch a toujours fait avec ses événements et c'est ce que chaque personne qui organise ses événements fait. En vrai, il n'y a pas de secret là-dessus. Et du coup, pour en revenir aux athlètes au club, moi, c'est ce que je fais, c'est que je leur donne du travail au club. Dans la mesure du possible, j'essaie de leur donner du travail pour qu'ils puissent payer leurs factures et qu'ils puissent s'entraîner, en fait. Et être focus sur leur carrière et pas être là, putain, mais comment je vais faire ce mois-ci? Ouais, mais il faut que je trouve du travail. Ah, il faut que ci, il faut que ça. Et c'est quelque chose que j'ai fait en place. Je le faisais avec qui? Alexandra Tekena, avec Marie Loiseau, avec Mehdi Ben Ali, avec donc aujourd'hui les frères Prigent, Mathilde, Nicolas Leblond, Jean Hendoy tant qu'il était encore combattant. Aujourd'hui, il est exclusivement coach. Voilà, c'est ma façon de faire pour les aider dans leurs projets. Et je leur donne plus de travail en vrai qu'il n'y en a au club, mais c'est pas grave, ça c'est un investissement. D'accord, c'est l'un des investissements qui est fait. Je vais pas aller faire un investissement dans une salle de 3 000 m², non. La réalité du terrain, c'est celle-là. C'est l'athlète, en vrai, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je suis désolé, mais quand tu vas voir certaines vidéos de certains combattants, ils sont pas là en train de s'entraîner dans des infrastructures de ouf. Après, bien évidemment, c'est important. Si on arrive à avoir ça, tant mieux. Mais on est sur Paris. Vous voulez que je vous dise combien c'est les loyers de mes locaux? République, c'est 9 000 €. Dugommier, c'est 13 000 €. Tolbiac, c'est 5 500, 6 000 €. Olympiade, c'est 2 000 €. Vous vous rendez compte de ce que je paye pour les surfaces que j'ai? Mais c'est Paris. On est à Paris. Donc c'est très difficile d'avoir des grandes surfaces sur Paris. Et l'une des façons jusqu'à aujourd'hui d'avoir une grande salle, c'est ceux qui passent par des associations ou qui ont, je sais pas, peut-être qui ont des petits passe-droits ou autres. Mais c'est des gens
ou leur business. De ce que j'ai l'impression, je n'ai pas vent de tout, mais par exemple l'US Métro, bah, c'est une association. Et donc si demain on leur retire le local du jour au lendemain, je sais pas qui gère ce local-là. Mais imaginons en général, c'est le maire ou c'est le responsable des sports et tout. Mais si demain le responsable des sports il est plus bien avec les gens qui sont mis en place dedans, bah, il va les jarter. Vous voyez. Et donc moi en tout cas c'est pas un business sur lequel je veux pas que mon business il repose sur quelqu'un d'autre que moi-même en fait. Je veux qu'il repose sur moi et mes propres décisions et pas du jour au lendemain un tel ou un tel a décidé que c'était terminé. Parce que c'est bien beau le système associatif, mais si demain le maire il est plus d'accord ou le maire ou le responsable il l'aime pas, après je pense pas que ça se produise souvent, euh, voire très très peu, mais ça peut quand même arriver. Hein, d'accord, que l'US Métro demain il ait plus ses subventions ou autre, ça peut arriver. Que je sais pas quel club n'ait plus ses subventions, ça peut arriver. Donc voilà, c'est pas quelque chose que moi je peux. J'ai pas envie que mon business il repose sur des gens qui sont autres que moi. Et j'avance en fonction des moyens que j'ai. Et un autre exemple, j'ai essayé d'augmenter les tarifs du club l'année dernière. C'était pas pour m'acheter une Ferrari, c'était pas pour m'acheter, je sais pas, des choses, c'était pour faire en sorte justement d'être capable d'avancer un peu plus vite et d'avoir des locaux de meilleure surface sur Paris, en province, etc. D'ailleurs, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer très prochainement. J'attends que ce soit officiel pour vous l'annoncer, mais certaines personnes vont kiffer, je pense. Euh, mais ça n'a pas été accepté. Ça n'a pas été accepté par les adhérents, ça n'a pas été accepté par les gens qui ne sont pas adhérents. Et du coup, bah, j'ai dû faire marche arrière et du coup essayer d'avancer différemment. Parce que bah, en France, on n'est pas prêt à payer plus qu'un certain montant pour venir s'entraîner. Après, oui, nos surfaces, c'est pas l'UFC Gym, c'est pas je ne sais pas quoi. Après, derrière, il y a plein d'avantages que vous n'avez nulle part ailleurs. Il n'y a aucune salle dans le monde où vous pouvez vous entraîner comme vous entraînez chez nous. Il n'y a personne. Il n'y a aucune salle où de 7h à 22h, il y a des cours. Du lundi au dimanche, accès à 3 salles. Euh, il y a combien il y a 20 profs qui sont de grande qualité, aussi bien sportivement que humainement. Parce que ça, vous l'oubliez, c'est que humainement, il y a beaucoup de profs, c'est pas ça. Vraiment. C'est vraiment pas ça. Et nous, on met un gros accent là-dessus. Et ceux qui s'entraînent que au club, ils se rendent peut-être pas compte. Mais humainement, ils ont vraiment des gars en or au club. Ça, plus un autre investissement que je fais, les enfants et les ados. On est en train de créer des tueurs à gages qui ont 8 ans, 10 ans, 14 ans. Mais le truc, c'est que vous ne le voyez pas aujourd'hui, ou si vous le voyez, si vous venez sur les compétitions. Toutes les compétitions où on présente nos enfants, on fait premier. Quasiment toutes les compétitions, on fait tout le temps premier. On arrive avec des équipes. La première année, c'était compliqué. La deuxième année, c'était compliqué. Mais là, ça commence. Troisième, quatrième année. Ça y est, on commence à s'imposer un peu plus. Mais c'est normal, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que les choses, elles se font. Et donc, c'est pour ça. Les gens, ils sont là, ah, tu fais pas d'investissement. Je fais pas d'investissement. Je paye des coachs pour donner les cours aux enfants. Pareil, les enfants, la cotisation à l'année. Je le sais déjà, et puis je sais, je suis parent, c'est difficile de devoir lâcher un gros billet, surtout quand on a plusieurs enfants et qu'on va les mettre là-dedans. Mais nous, on fait un encadrement avec notre coach César et toute son équipe. Ça n'a rien à voir avec les autres clubs. Enfin, c'est pas pour dire que... En tout cas, je sais qu'on fait un gros travail et qu'on fait un très bon travail. Et je sais que ça va payer. Et on est en train de monter notre propre équipe de compétiteurs, mais le résultat va se voir dans 5 ans. Exemple, c'est comme Melky Galvao au Brésil. Il a perdu la plupart de ses ceintures noires. C'est pas grave, il est en train de reconstruire son groupe. Et on le voit déjà, il a des mecs qui ont 16 ans, ceinture bleue, qui finalisent plein de ceintures noires en compétition. Euh, donc, il est en train de construire la prochaine génération. Et sa prochaine génération, elle va être encore plus énervée que l'actuelle. Il a déjà des mecs qui sont très très forts. Et qui, quand ils auront 20 ans, 22 ans, 23 ans, eh ben, ils seront indétrônables. Parce qu'ils auront une base solide, ils auront travaillé leur psychologique, ils auront été éduqués pour respecter leurs professeurs et leur club. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de gens en fait, qui se forment tout seuls et qui n'acceptent pas d'être encadrés par quelqu'un. La plupart des mecs qui commencent après 18 ans, en fait, ils ont pas envie de se faire dominer par quelqu'un, ils n'ont pas envie de se faire un peu remettre à leur place. Ils acceptent pas ça. Ils acceptent pas de payer, ils acceptent pas de se faire remettre à leur place. En fait, ils sont pas coachable.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça fait des mecs qui... Alors, je parle pas de Benoît Saint-Denis ou de... Je donne pas de nom, je m'en fous. Ok, mais je vous explique juste la réalité du milieu. Quelle est la réalité du milieu? C'est qu'il y a des mecs, quand ils commencent tard, bah, ils n'ont pas envie, et puis ils ont envie juste d'aller prendre un abonnement quelque part et de s'entraîner tout seul avec leurs potes. Mais en fait, tout ça, ça a ses limites. Et j'ai beaucoup aimé l'analyse de Cyril Diabaté, d'ailleurs, euh, qui parle de Oumar Sy, qui est à l'UFC. Alors Oumar Sy, c'est pareil. Il s'est entraîné au club 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Il s'est entraîné au club. Ces triangles de bras et toutes ces finalisations, en tout cas, il a commencé à les apprendre au club. Et les premières qu'il a mis en compétition, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a appris chez nous. Ok. Après, voilà, je ne suis pas là à me bagarrer. Je m'en fous. Il a payé ce qu'il avait à payer quand il était au club. Il est parti. C'est pour ça que j'ai pas de rancœur ou autre. Je m'en fous. Les gens, ils ont payé. On leur a fourni le service. Voilà, derrière, ils sont partis, Mais, mais du coup, j'ai beaucoup aimé son analyse parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Il est monté très vite, très haut. Quand il va monter et qu'il va commencer à rencontrer des mecs un peu plus structurés dans leur entraînement, j'ai peur qu'il n'arrive pas à passer ce cap-là, en fait. Après, bon, voilà, hein, ça se trouve, il va aller très très haut, comme Cyril Gane, une montée de fou. Mais bon, et puis il a plafonné vers qui? Ngannou et John Jones. Bon, c'est quand même pas mal. J'aimerais bien plafonner face à Ngannou et John Jones. C'est quand même bien. Mais voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que il pourrait aller beaucoup plus loin s'il avait un encadrement un peu différent, je pense. Voilà. Mais on verra. Je lui souhaite bien évidemment de réussir. Ça fait toujours plaisir quand les Français performent à l'étranger. Parce qu'on est franchement, on est vraiment des machines. Il y en a, ils se rendent pas compte, mais il y a pas très longtemps hein, que le MMA a été légalisé. Et on sort déjà des mecs incroyablement forts. Le travail de la fédération est incroyable. Et franchement, comme dit Cyril Diabaté, je pense qu'on va vraiment être dans les nations les plus fortes en MMA. Parce que on a vraiment cette culture du pied-point. Je pense qu'au sol aussi, on va faire des gros progrès avec tout le travail de la CFJB. Et voilà, mais tout ça, ça va pas se voir tout de suite. Ça va se voir, enfin, ça se voit déjà. Franchement, je trouve ça moins incroyable déjà ce qu'on arrive à faire. Mais ça va se voir sous 3-4 ans. Je pense que là, on va être vraiment installé parce que les bases, elles seront solides. C'est ça qui est important. Des bases solides avec des fédérations qui nous proposent vraiment des compétitions pour faire monter nos athlètes en tant qu'amateurs, comme avec la CFJB où les mecs ils vont monter en ceinture bleue, ceinture violette, ceinture marron, ceinture noire. Attention, un message pour vous, la bagarre, elle commence pas à la bleue, la bagarre elle commence à la noire. Donc kiffez vos années de bleu, violette, marron, mais n'oubliez pas que le vrai objectif c'est en ceinture noire. Parce que j'en vois beaucoup, et je l'ai entendu aussi dire par Cyril Diabaté en MMA, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont que en amateur. C'est de l'amateur, hein, bleu, violette, marron. En vrai, c'est amateur. Le vrai professionnel, c'est ceinture noire. Et donc, il y en a beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup parler, beaucoup faire des choses et tout quand ils sont en bleu, violette. Mais dès que ça arrive en marron et en noir, on les voit plus. Non, nous, on a besoin de vous en noir. On a besoin de vous en professionnel. Donc, ayez cette vision-là. N'oubliez pas cet objectif-là. Et allez le chercher. Et pour aller le chercher, il faut vous encadrer, vous rapprocher des bonnes personnes. Des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont de la technique, des gens qui sont vraiment professionnels dans leur façon d'encadrer. Il faut aller chercher ces gens-là pour aller chercher ce niveau-là plus tard. C'est pas quand vous y serez, c'est dès maintenant. Parce que la base, elle se construit maintenant. Si votre base, elle n'est pas solide, quand vous allez arriver en professionnel, vous allez vous faire décapiter. Donc il faut construire dès maintenant votre base et pas vous concentrer sur la victoire actuellement, mais vous concentrer sur construire votre victoire pour plus tard. Voilà, on va terminer là-dessus. Ça fait déjà 25 minutes de vidéo. Je ne sais pas comment j'arrive à parler autant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il y a plein de cadeaux pour vous dans la description. Vous connaissez la musique. Et puis pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. S'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à mettre dans la description, dans les commentaires aussi. Et puis on se voit bientôt. Merci à tous. Au ça.